Oui, Ok, alors bonsoir à tous et bienvenue dans ce live spécial RDC. Aujourd'hui, 27 janvier 2026, nous marquons un triste anniversaire. Cela fait exactement un an que Goma est tombé sous le contrôle du M23 et de l'Alliance Fleuve Congo, AFC, pour ceux qui ne connaissent pas. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à saluer et à remercier chaleureusement nos invités de ce soir. Salomé Modekila, bonsoir ma sœur, comment vas-tu? ça va bien. Merci beaucoup, Dani, de nous recevoir aujourd'hui et de mettre toute ta plateforme à disposition pour qu'on puisse échanger avec tous les frères et sœurs qui sont connectés ce soir. C'est important. Merci. Et Monsieur Patrick Mbeko, Patrick, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous êtes l'une des voix les plus franches et les plus documentées sur la crise dans l'Est de la RDC, sur les dynamiques rwando-congolaises, sur les enjeux géopolitiques et sur les responsabilités internes qui pèsent sur le pays depuis des décennies. Vos livres, que je lis, vos analyses, vos prises de position, souvent courageuses et sans concession, ont aidé beaucoup de Congolais à mieux comprendre ce qui se joue vraiment derrière les communiqués officiels et les discours lisses. Ce soir, 27 janvier 2026, on est content de vous avoir avec nous en direct parce que personne mieux que vous ne peut nous aider à décrypter ce qui s'est passé depuis le 27 janvier 2025, ce qui a changé sur le terrain et surtout ce que ça signifie pour l'avenir de Goma, du Nord Kivu et de la RDC tout entière. Merci encore pour votre disponibilité et pour le travail que vous faites depuis des années, souvent, il faut l'admettre, dans des conditions difficiles. Maintenant, je vous laisse la parole un instant si vous voulez dire un mot de salutation ou poser le cadre de votre intervention avant qu'on plonge dans le sujet. En tout cas, tout d'abord, je dirais merci de m'avoir invité. Et puis merci pour vos mots, en tout cas bienveillants à mon égard. Ça fait quand même une quinzaine d'années que je travaille sur le dossier des Grands Lacs. Et pas seulement, parce que je m'intéresse beaucoup à la géopolitique mondiale. J'ai écrit un livre, j'ai mené une enquête sur la guerre de l'OTAN contre la Libye de Kadhafi. 4 années d'enquête dans les archives de la Maison-Blanche, du département d'État. J'ai eu à discuter avec des diplomates, des conseillers de chefs d'État et même des gens qui ont travaillé pour les services de renseignement occidentaux pour comprendre. Donc, je m'intéresse beaucoup aux questions géopolitiques et il me fait grandement plaisir de partager le peu que je sais de la crise des Grands Lacs avec vous. Merci encore une fois en tout cas, merci de m'avoir invité. Merci. Pour revenir dans le contexte, pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, 27 janvier 2026, marque exactement un an. Depuis la prise de Goma par le M23 et l'AFC, le 27 janvier 2025. Ce jour-là, après une offensive rapide et violente, les rebelles ont pris le contrôle de la ville. Entrée au centre-ville, occupation du gouvernorat, de l'aéroport et des axes principaux. Goma, avec ses près de 2 millions d'habitants, est passé sous administration de facto du M23. Un an plus tard, la ville reste sous contrôle. On note des arrestations arbitraires, une surveillance constante, une économie paralysée, des banques fermées, du commerce en berne et malheureusement une crise humanitaire qui s'installe avec des camps de déplacés surpeuplés et un accès même limité aux soins. C'est triste à dire, mais c'est une occupation qui dure, un calme oppressant où la survie prend le dessus et où l'État central semble loin. Madame Ekila et Monsieur Patrick, une fois de plus, merci encore d'être là pour nous éclairer sur les enjeux et pour ouvrir le débat sans plus tarder. Un an après la chute de Goma. Madame Ekila, commençons par les femmes. Honneur aux femmes. Comment analysez-vous l'évolution de la situation sur le terrain et les perspectives pour la population de la ville? Merci. Bon, déjà, je voudrais commencer par expliquer peut-être aux personnes qui nous suivent, qui ne sont pas tous congolais, parce que c'est vrai qu'on a tendance, en général, c'est vrai, nous les Congolais, on a l'impression que tout le monde maîtrise notre histoire. Et en réalité, quand on voit comment est-ce que la jeunesse dans d'autres pays, principalement en Afrique de l'Ouest et dans d'autres pays même francophones du continent,
on comprend que les gens ont un peu du mal à comprendre la crise, à comprendre aussi pourquoi est-ce qu'on dénonce le gouvernement congolais. Beaucoup de gens reviennent avec ça, nous disent mais pourquoi est-ce que vous critiquez aussi le pouvoir congolais? Je pense qu'on aura largement le temps d'en parler. Déjà, il faut comprendre que quand Goma tombe le 27 janvier 2025, il y a un an, en fait, c'est une offensive qui a commencé des années auparavant, puisqu'en réalité, au mois de mai 2022, c'est-à-dire 2 ans et demi, 3 ans avant ça, vous avez déjà une ville comme Bunagana qui tombe, des pans entiers de la province, du Nord Kivu. Vous avez donc toute une partie qu'on appelle le Rutshuru qui est tombée, et vous avez des actions pendant 3 ans de la société civile, des personnes qui dénoncent, des militants qui dénoncent, en disant que le pire peut arriver. Et donc, aujourd'hui, la situation à Goma, parce que je crois qu'on va pouvoir vraiment pousser avec beaucoup de détails, mais la situation à Goma aujourd'hui, la situation à Goma aujourd'hui, c'est que on enregistre en réalité un pic, une augmentation terrible des graves violations des droits humains. On a les enfants de Goma, c'est-à-dire les jeunes hommes qui ont 13, 14, 15 ans, mais aussi des femmes qui sont enrôlées de force dans le M23. On a énormément de cas de viol. Ça, c'est quelque chose que je peux facilement monitorer avec toutes les données qu'on a. Et c'est vraiment en dehors même des rapports qui sont faits par certaines organisations internationales. Même au niveau local, on a des chiffres qui sont très alarmants. Et on voit bien que même si on est passé par des périodes de basse intensité, où on avait toujours des chiffres qui étaient assez constants, là, on sent vraiment que il y a une augmentation terrible des cas de viol utilisés comme arme de guerre. Donc, toutes ces choses-là, c'est la réalité de Goma. Ce sont des habitants. Tout le monde ne peut pas quitter Goma. Il y a des activistes qui ont été contraints de partir. On a essayé de faire un maximum de couloirs pour qu'ils puissent partir parce qu'ils étaient vraiment en danger. Mais il y a beaucoup de gens, forcément, la majorité des gens doivent rester à Goma parce que c'est chez eux, parce que c'est là qu'ils vivent, etc. Et c'est la terreur. Ça, c'est vraiment les retours principaux qu'on a. Bon, bien sûr, après ça, il y a Bukavu qui est tombé, le Sud Kivu, donc on a une déferlante après ça qui s'est produite, et ça continue toujours avec la progression du M23, de l'AFC, des Rwandan Defense Forces, parce que les gens doivent comprendre qu'en réalité, quand on parle du M23, c'est vraiment je pense que rebelle, c'est pas le terme, on va utiliser le terme terroriste. Ce sont des terroristes qui sont financés, qui sont organisés par Kigali, par le FPR de Paul Kagame, et donc qui travaillent avec l'armée rwandaise, l'armée nationale rwandaise. Donc c'est vraiment une grande force, qui a une grande capacité, qui a une grande puissance de feu aussi, qui a vraiment pas mal une logistique assez développée pour pouvoir continuer à conquérir petit à petit les territoires qui les intéressent. Ce qui est un plan d'ailleurs, et Patrick Békou en parle énormément dans ses livres, il faut vraiment prendre la racine il y a 30 ans. Donc voilà, pour un petit début d'explication. Monsieur Patrick, à vous la parole. Merci. En tout cas, la situation à Goma n'a rien de surprenant, en fait. Elle est catastrophique, elle est précaire, et cela est lié aux activités de M23. Mais moi, je n'ai pas l'habitude souvent de m'attarder sur l'M23. Je m'intéresse beaucoup plus au maître d'œuvre qui est le Rwanda. Pour moi, le M23 est un masque. En 2014, j'ai publié un livre coécrit avec l'ancien patron du service secret zaïrois de l'époque, M. Noring Banda, dans lequel nous insistions sur la stratégie du Rwanda et aussi de l'Ouganda, dont on ne parle pas beaucoup, dans la déstabilisation de la RDC. Et ce livre est sorti en 2014, et tous ceux qui l'ont lu s'aperçoivent à quel point il est plus que jamais d'actualité. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que nous avons prédit depuis 2014. Le M23 est en train d'accomplir, en tout cas, ce que le Rwanda a toujours voulu accomplir à l'est de la RDC. D'accord, merci. Sans me tromper, dans vos écrits, vous avez critiqué l'approche court-termiste du président Félix Tshisekedi lors des négociations avec les États-Unis. Un an plus tard, avec ce qui se passe à Goma, avec l'entérinement de l'accord de Washington sous Donald Trump, en quoi cet accord a-t-il piégé la RDC en échangeant ses minerais critiques contre une paix illusoire? Parce que nous voyons aujourd'hui les conséquences. Il n'y a quasiment rien qui change à l'est du pays. Quasiment rien.
Mais la première question quand on fait minimalement de la stratégie, c'est de comprendre le positionnement et les objectifs poursuivis par les belligérants, en tout cas les parties prenantes. Que veut le Rwanda à l'est de la RDC? Si on a compris ça, on comprend la suite des événements. Mais il faut aussi poser la question de savoir que veut le gouvernement du président Tshisekedi? Que veut le président Tshisekedi? Est-ce défendre l'intégrité territoriale et les intérêts de la RDC ou son propre pouvoir? Et je pense que quand la RDC est allée voir les Américains pour négocier un accord économique en échange d'un soutien diplomatique et militaire, c'était dans un cadre précis, c'était dans un contexte précis. Goma venait de tomber et donc il fallait Bukavu aussi était tombé à ce moment-là. Il fallait trouver des voies et moyens pour stopper l'avancée du M23 et de ses parents rwandais. C'est dans ce contexte que la RDC s'est adressée aux États-Unis, lui demandant justement un soutien diplomatique et militaire en échange des minerais critiques de la RDC. Et le gouvernement congolais s'était un peu inspiré de ce qui se passait à ce moment-là en Ukraine. Il vous souviendra que c'était un moment où l'Ukraine avait proposé justement à la nouvelle administration américaine ces minerais critiques en échange d'un soutien diplomatique et militaire dans la guerre qui l'oppose à la Russie. Et donc, le côté congolais, on a copié cela en perdant de vue que les enjeux de ces deux conflits sont totalement différents d'une part. D'autre part, la RDC a misé sur le fait que le soutien américain allait permettre au M23 au Rwanda d'être stoppé. On n'a pas négocié sur des bases, sur des prémices qui étaient correctes. Pour le gouvernement congolais, il s'agissait justement de stopper l'avancée du M23 pour éviter justement l'effondrement du régime. Parce qu'avec la chute de Bukavu, le régime a très vite compris que Uvira pouvait tomber, par la suite Kisangani et d'autres villes, et cela allait mener à la déstabilisation totale du pays. Et donc le régime a négocié dans cette optique. Or, du côté rwandais, il y a toujours eu des velléités sur une partie de l'Est congolais. Et donc, on a négocié avec les Américains pour se prémunir contre le Rwanda. Et à la grande surprise du gouvernement congolais, les États-Unis ont appelé le Rwanda à la table de discussion. Et donc, ils se sont positionnés comme médiateurs dans un conflit opposant la RDC au Rwanda, un Rwanda contre lequel le Congo voulait se prémunir. Et c'est là tout le problème. Et donc, on a négocié sur des fausses prémices. La deuxième chose, c'est que du côté congolais, on n'avait pas la profondeur politique, historique et géopolitique pour comprendre ce qui se passait. Clausewitz a dit, la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Ne pas comprendre que le Rwanda fait la guerre pour occuper une partie de l'Est congolais, de contrôler ses minerais, c'est être stupide. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que dans ces accords, on a entériné d'une certaine manière ce que voulait obtenir le Rwanda par la guerre. Parce que la guerre n'a jamais été une finalité, c'est un moyen. Et l'erreur du côté congolais, justement, se situe à ce niveau parce que on a négocié pour préserver le pouvoir, en tout cas du côté de Kinshasa, tout en mettant en gage les ressources du pays. Et cela pose problème dans la mesure où cet accord entérine d'une certaine manière les volontés du Rwanda. Il suffit de le lire. Tous ceux qui comprennent et maîtrisent les enjeux dans la région des Grands Lacs, surtout en RDC, comprennent que le Rwanda a obtenu par ces accords ce qu'il a voulu obtenir par la guerre. Bien entendu, et ça c'est très important de le dire encore une fois, même si cet accord est favorable au régime de Kigali, Kagame n'en a pas besoin parce que le chaos est beaucoup plus rentable qu'un système de paix qui lui permet de partager les rentes, des rentes des minerais critiques avec les États-Unis. Madame Ekida, mais qui gouverne Goma aujourd'hui? L'administration, Il y a une administration parallèle qui a été installée assez rapidement. Et, oui. et c'est assez choquant d'ailleurs de voir comment est-ce qu'en réalité, ces villes étaient déjà préparées à ce qui allait se passer avec déjà des points à l'intérieur qui prévoyaient de pouvoir être le relais de Kigali avec cette plateforme politico-militaire. Vraiment, c'est une plateforme de façade où on vous prend... C'est la répétition de ce qu'on a déjà vécu dans l'histoire. C'est-à-dire que vous prenez quelques leaders, quelques figures politiques congolaises qui vont un peu légitimer et effectivement avaliser le fait que ce serait un mouvement congolais avec des revendications identitaires, mais de Congolais qui demandent à être respectés, etc. Ça, c'est vraiment le grand piège dans lequel on veut nous faire tomber avec cette narrative de Kigali. Et donc, il y a eu rapidement quelques Congolais traîtres dont on connaît les noms. Moi, j'ai vécu à Bukavu, par exemple. C'était assez dingue de voir que dans notre entourage, nous avions des personnes avec qui nous pouvions travailler, même dans des organisations qui sont assez bien connues et qui très rapidement ont pu tourner leur veste, changer de face
et devenir les représentants de cette plateforme politico-militaire, donc M23 AFC, qui ont tout de suite accepté donc d'organiser la cité avec en servant les intérêts de Kigali. Donc ça c'est quelque chose qui est très clair, qui s'est installé très rapidement, et c'est dramatique parce qu'on voit vraiment dans le quotidien, on reçoit des vidéos, on entend des témoignages qui nous expliquent comment est-ce que cette administration fonctionne, et elle peut se suffire à elle-même parce qu'aujourd'hui ils ont une mainmise sur les régions qui sont justement riches en minerais. Donc ils peuvent en fait financer leur organisation politique très facilement, leur administration très facilement, sans avoir besoin, sans être bloqués, en fait, sans être handicapés par un boycott ou même tout ce qu'essaierait de faire le gouvernement central. Donc ils ont vraiment... Et il ne faut pas oublier quelque chose. Oui. Il faut pas oublier quelque chose, c'est que en réalité, pour ceux qui allaient souvent à Goma, bon, moi j'étais plus souvent à Bukavu, mais à Goma, et c'est la même chose aussi à Bukavu, mais dans une moindre mesure, nous avions tous remarqué que la vie économique était complètement détenue par des Rwandais, par Kigali, etc. Donc, que ce soit les commerces, que ce soit l'organisation, vous pouviez sentir que finalement, vous n'étiez pas on n'était pas chez nous. Et c'est-à-dire qu'on nous mettait mal à l'aise chez nous. Par exemple aussi, la première grande ville qui est tombée, Bunagana, qui est à la frontière avec l'Ouganda, parce qu'en effet, on parle tout le temps de Paul Kagame, alors que Museveni, c'est vraiment son allié. Quand ils ont commencé dans les années 80 à être soutenus par les États-Unis, c'était vraiment un duo, je vais dire, entre les Ougandais et les Rwandais Tutsis qui étaient exilés là-bas en Ouganda et qui ont travaillé ensemble. Et en réalité, ce que nous vivons aujourd'hui était déjà prévu. Ils avaient déjà une grande stratégie qui était pensée sur le long terme, ce que nous n'avons d'ailleurs jamais eu, en plus du fait que nous avons eu 2 régimes successifs avec des présidents qui en fait servent les intérêts des officines occidentales, qui servent les intérêts des États-Unis et donc qui servent les intérêts qui fonctionnent avec le Rwanda, qui fonctionnent avec l'Ouganda, même quand, comme le cas de Félix Tshisekedi, parfois il ne s'en rend même peut-être pas compte, parce qu'il n'a pas une profondeur dans sa compréhension, je veux dire, des faits géopolitiques. Mais donc, si vous prenez Bunagana par exemple, à Bunagana, le shilling ougandais est utilisé là-bas depuis très longtemps, depuis avant même que la ville ne puisse tomber en 2022. Donc c'est pour expliquer qu'il y a déjà tout un travail de préparation qui se faisait et qui avec un monopole de secteurs clés qui a fait qu'en réalité, une fois qu'ils sont arrivés par la force, il y a beaucoup de choses qui se sont faites voilà, sans que les gens ne se rendent compte que ça n'aurait pas pu se faire aussi rapidement s'il n'y avait pas eu un gros travail. Et c'est ça la différence. C'est que ces gens ont une vision de long terme. Ils ont commencé en 87, on va dire que c'est vraiment le moment où, je ne sais pas, Patrick, tu pourras peut-être confirmer ça, mais on va dire qu'en 87, c'était déjà plus ou moins clair. Ils savaient déjà qu'avec toutes les étapes qui allaient se produire, l'objectif c'était d'entrer au Congo, d'annexer le Congo, de piller les ressources naturelles, et puis et c'est d'ailleurs dans l'ADN du FPR de s'étendre un maximum. Donc le FPR, le parti de Paul Kagame. Monsieur Patrick, vous avez évoqué le logiciel mental de Paul Kagame pour anticiper ses actions. Un an après Goma, comment ce logiciel s'est-il manifesté dans le cantonnement des processus africains comme Luanda au profit de Doha et Washington, et pourquoi Kinshasa n'a-t-il pas su l'anticiper? Je pense que la cause profonde, c'est Kinshasa. La responsabilité du Congo est quand même très engagée. Je le dis en tant que Congolais, parce que vous savez, dans ce débat, il y a un problème ce n'est pas parce que on a des choses à reprocher à Kagame et à son régime qu'il faut fermer les yeux sur la responsabilité du gouvernement congolais dans ce qui arrive à la RDC. Et je le dis souvent parce que il ne faut pas être manichéen ou fanatique dans ce dossier. Le problème, c'est que quand la crise a commencé, il y a une très mauvaise gestion de cette crise. Et les gens ne se posent pas la question de savoir pourquoi est-ce que Kagame et Tshisekedi ont rompu alors que les deux s'appelaient frères quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir. En tout cas, je faisais partie de ces gens qui attiraient l'attention du gouvernement congolais sur une quelconque proximité avec le Rwanda de Kagame qui a toujours eu des velléités dans une partie de l'Est congolais, notamment du Kivu.
À l'époque, on m'avait reproché d'être radical et tout. Bon, c'était un peu ça le problème. Je dois rappeler une chose, hein. Avant l'arrivée du M23, les forces de sécurité de la RDC ont travaillé avec les forces de sécurité rwandaises. Et à un moment donné, l'armée rwandaise a opéré clandestinement à l'est de la RDC. C'est un détail que les gens oublient, mais je suis celui qui a révélé justement la présence des forces rwandaises sur le territoire congolais 4 mois après l'arrivée du président Tshisekedi au pouvoir. À l'époque, des sources du côté du Rwanda m'avaient informé que 2 bataillons étaient rentrés à l'est du pays. On leur avait remis des tenues militaires des FARDC, donc des forces armées congolaises, et ils ont opéré sous l'uniforme des FARDC pour traquer des gens qui appartenaient au FDLR, mais aussi pour s'étendre et étendre le système de renseignement rwandais à l'est du pays. À l'époque, on ne l'a pas pris au sérieux parce que le président Tshisekedi avait fait le choix de se rapprocher du président Kagame. Et son choix avait aussi, il y avait un objectif de politique intérieure parce qu'il ne faut pas oublier que le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir dans des conditions que tout le monde sait. Il y a eu un deal avec son prédécesseur, le président Joseph Kabila, qui avait gardé la main sur une partie de l'appareil sécuritaire. Et donc, se rapprocher du Rwanda était devenu pour le président Tshisekedi un moyen de contourner justement la mainmise de son prédécesseur. Donc, Tshisekedi estimait que Kagame pouvait l'aider dans son face à face avec Kabila. Et tout part de là. À partir de ce moment-là, d'autres pays de la région impliqués en RDC ont mal vu cette proximité entre la RDC et le Rwanda. Et l'un de ces pays s'appelle l'Ouganda. Parce que depuis 99, l'Ouganda et le Rwanda ne s'entendent pas vraiment. Les 2 pays ont pris part à la déstabilisation du Congo lors de la première guerre du Zaïre, donc en 96, qui est fini le 17 mai 97 avec la chute du président Mobutu. Le 2 août, c'était le début de la Seconde Guerre, encore une fois, parrainé par les États-Unis, l'Ouganda et le Rwanda jouant le rôle de sous-traitant officiel. Même si, en étant sous-traitant, ces pays avaient de velléités. Donc, ils ont greffé leur projet au projet hégémonique des États-Unis dans la région, qui voulait déclasser la France d'une part et contrôler le pays, la région et toutes ses ressources. Et donc, on part de là. Et donc, l'Ouganda et le Rwanda vont se retrouver à s'affronter sur le territoire congolais pour le contrôle des minerais congolais. Et c'est à partir de ce moment qu'il y aura un gros clash entre le président Museveni et ce qu'il appelait les boys, donc Kagame et ses hommes. Et il ne faut pas oublier que Kagame, excusez-moi, je suis en train de faire l'historique rapidement pour que les gens comprennent, Kagame et ses hommes étaient d'anciens officiers de l'armée ougandaise. Kagame était le directeur adjoint des services de renseignement ougandais. C'est là, dans les services de renseignement ougandais, qu'il a été repéré par la CIA et le MI6 britannique. Et donc, à partir de la rupture qui intervient en RDC après le début de la Seconde Guerre, le Rwanda et l'Ouganda ne vont plus beaucoup s'entendre. Claire Short, qui était à l'époque la secrétaire d'État britannique chargée de l'action humanitaire, va essayer de réconcilier les 2 pays, mais ce sera difficile. Ils vont signer des accords, des ententes, ils ne s'entendront jamais. Il y aura une méfiance qui va s'installer. Et c'est cette méfiance qui est réactivée à l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir, parce que Tshisekedi fait le pari de se rapprocher d'un Kagame qui est totalement isolé dans la région des Grands Lacs. Donc, ce que je vous explique est essentiel pour comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, lorsque les Ougandais s'aperçoivent que les Rwandais sont en train de prendre de plus en plus de place en RDC, qu'est-ce qu'ils font? Ils menacent d'intervenir au Congo, dans l'Ituri, au prétexte de sécuriser leurs frontières contre ce qu'on appelle les ADF NALU. Les ADF, ce sont des rebelles qui sont des rebelles ougandais, mais qui passent leur temps à tuer des gens à l'est de la RDC. Et donc, en 2020, je crois, 2020-2021, il y a eu un attentat en Ouganda qui a été attribué aux ADF, mais d'après mes sources à moi, mon enquête à moi, cet attentat avait été perpétré par des Chebabs somaliens. Mais l'Ouganda va accuser les ADF pour trouver un prétexte à intervenir en RDC parce que l'Ouganda ne veut pas laisser le Rwanda occuper, en tout cas, étendre son influence dans toute la partie est de la RDC. Donc, chacun essayant de défendre ses zones d'intérêt. Donc, ce qui va se passer, c'est que, à un moment donné, le Rwanda, furieux de voir l'Ouganda arriver en RDC, va activer le M23, qui a été créé, je rappelle, en 2012, par le Rwanda et l'Ouganda. Et donc, à ce moment-là, ces 2 pays ayant accepté de se partager les zones d'influence à l'est du Congo, vont maintenant instrumentaliser chacun à sa manière le M23. C'est la raison pour laquelle le M23 est passé par l'Ouganda pour prendre une partie pour prendre Bunagana. Parce que Bunagana, c'est pas avec le Rwanda, c'est avec l'Ouganda. Donc, on part déjà de cela, de ce principe-là. Maintenant, du côté congolais,
On a voulu régler le problème. Au tout début du conflit, le gouvernement congolais n'était pas chaud à accuser le Rwanda. C'est lorsque le président Kagame a commencé à humilier le président Tshisekedi que ce dernier, a décidé de réagir face à Kagame. Et à ce moment-là, il y avait une démarche auprès de l'EAC, donc la Communauté des États d'Afrique de l'Est. Les négociations commençaient avec l'EAC, parce que le Congo fait partie de l'EAC maintenant. Mais ces négociations vont être court-circuitées par l'attitude du gouvernement congolais. Parce que le président Félix Tshisekedi va, devant ses pairs africains de l'EAC, reconnaître en tout cas, déclarer que les M23 sont des Congolais. Or, c'est justement ce que voulait le Rwanda, parce que le Rwanda dit que moi, je ne suis pas impliqué en RDC, c'est une affaire congolo-congolaise. Et donc, moi, j'ai mis en place des mesures défensives pour me prémunir contre une quelconque menace qui proviendrait de la RDC. Ça, c'est le narratif du Rwanda qui a été rendu possible en partie à cause des propos tenus par le président Tshisekedi vis-à-vis de ses pairs de l'Afrique de l'Est. Mais lorsqu'il va s'apercevoir que le problème est devenu trop compliqué pour être réglé par l'Afrique de l'Est, le président Tshisekedi va faire appel à la SADC. Et c'est comme ça que la SADC va dépêcher des troupes, comme l'avait fait d'ailleurs l'EAC auparavant, à l'est du Congo. Et s'apercevant là-bas aussi que Kagame avait des alliés dans la SADC, le président Tshisekedi va s'en remettre aux Angolais. Et pendant les négociations avec l'Angola, il y aura un tel niveau de suspicion, de méfiance que le président Tshisekedi va faire appel au Qatar. Et c'est pour ça que le président Kagame a dit dans une interview très récente que on nous a accusé, nous les Rwandais, d'avoir fait appel aux Qataris, mais ce n'est pas nous, c'est le président Tshisekedi qui allait se proposer là-bas, se vendre chez les Qataris, misant sur le fait que le Congo étant riche, tous ces pays vont vite venir vers la RDC et délaisser le Rwanda. Mais c'était un mauvais calcul. Sur le plan stratégique, c'est un mauvais calcul parce que tous ces pays, certains de ces pays sont des alliés du Rwanda qui lui mènent la guerre à la RDC, tout en étant aussi le sous-traitant officiel d'une mondialisation sanguinaire en Afrique centrale. C'est un peu complexe tout ce que je dis, mais j'essaie de condenser l'information pour faire comprendre à ceux qui nous suivent les origines du mal et aussi le positionnement problématique du gouvernement congolais qui, d'une certaine manière, a donné le bâton au Rwanda pour se faire battre. Bonsoir Fortifi. Est-ce qu'il est là? Bonsoir très cher Ahmed. Bonsoir à tous. Je viens de t'envoyer la demande pour activer ta vidéo. Je suis pas en position d'activer la vidéo, je sais pas si je peux m'exprimer. D'accord. C'est bon? Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Voilà. Donc si je vous comprends bien, pour vous, c'est le président Tshisekedi qui porte la responsabilité morale de chaque jour de guerre supplémentaire. Non, il ne porte pas la responsabilité de la guerre parce que la guerre, c'est le Rwanda qui l'a déclenchée. Le Rwanda, comme l'a dit Maud, a toujours voulu contrôler une partie de l'Est congolais. Je crois que nous, quand nous le disions, on le traitait de complotiste et tout, mais il faut regarder, c'est très documenté. Pendant la première guerre du Congo, parce qu'il faut comprendre que tout ce qui se passe aujourd'hui n'est que la suite logique de ce qui a commencé depuis 96. Mais avant 96, il y a eu le génocide au Rwanda. Pendant la phase finale de la conquête de Kigali par Kagame, Kagame va confier au général Roméo Dallaire, le patron, donc le casque bleu, le commandant militaire de casque bleu de l'ONU au Rwanda. Le général Dallaire, c'est un Canadien. Kagame lui confiera qu'une fois qu'on va conquérir, après la conquête de Kigali, le FPR va étendre son hégémonie dans toute l'Afrique des Grands Lacs. Il l'a dit très clairement, ça a été repris par le général Dallaire. Quand la première guerre du Congo commence le 13 octobre 1996, 2 semaines après, le président Pasteur Bizimungu, qui était à l'époque le président au Rwanda, mais c'était c'était l'homme de paille de Kagame, parce que Kagame n'est pas arrivé président, il était vice-président, mais ministre de la Défense. Quand la première guerre du Congo commence, que fait le pasteur Bizimungu? Il sort une carte de l'Afrique en expliquant que la partie est de la RDC n'appartient pas à la RDC, mais elle appartenait au Rwanda. C'est à ce moment que ça commence. Et pendant le bombardement des camps de réfugiés, il y a une réunion aux États-Unis sur les minerais critiques. Et pendant cette réunion, Walter Castaner, le fils d'un vendeur de coltan de Chicago, explique que il est important de diviser la RDC parce qu'elle est trop grande, elle ne peut pas être gérée à partir de Kinshasa. Et donc Kagame va greffer son projet hégémonique au projet américain. Et cela ne date pas seulement de la guerre. Je peux revenir encore en 93, au moment où Kagame dirigeait encore le FPR dans les maquis au nord du Rwanda. Qu'est-ce qu'il dit?
lors d'une discussion. Et c'est Christophe Akizibara, qui est un ancien des renseignements de Kagame, de son armée, qui dit, quand il y avait des discussions dans les maquis, dans le nord du Rwanda, ou même en Ouganda, quand on posait la question de savoir comment est-ce que Kagame compte financer sa rébellion, sa réponse était, ne vous inquiétez pas, Kagame a ses gens et le Congo est riche. Donc, il va financer l'aventure militaire. Et donc, ça permet de comprendre l'articulation de la stratégie militaire du Rwanda qui finance la guerre qu'il mène à la RDC via le pillage de ressources naturelles. Pendant la première guerre en 96, je dois rappeler un détail dont on ne parle pas beaucoup, mais les troupes rwandaises étaient soutenues par des satellites américains qui les dirigeaient dans leur progression. Et leur progression se faisait en fonction des zones jugées utiles, c'est-à-dire des zones qui étaient riches en ressources naturelles. C'est pendant la première guerre du Congo que les officiers rwandais et ougandais se sont aperçus des gains qu'ils pouvaient faire en RDC. Et tout ceci permet de comprendre le déclenchement de la seconde guerre en 98, le 2 août, parce que Laurent Désiré Kabila avait demandé aux Rwandais de rentrer chez eux, et qu'il avait dit, vous avez trop pris, vous avez trop pillé, vous avez trop tué, maintenant c'est fini, rentrez chez vous. À partir de ce moment-là, il avait aussi en partie résilié des contrats signés avec des multinationales nord-américaines. À partir de ce moment-là, les États-Unis ont décidé de se débarrasser de lui, et ceux qui vont jouer le rôle, ce sont les Rwandais et les Ougandais qui avaient des intérêts à défendre l'Est de la RDC. Et on a eu, en 96, l'AFDEL, qui a été dirigé par partir du Rwanda. À partir de 98, on a eu le RCD Goma, le Rassemblement Congolais pour la démocratie, dirigé à partir du Rwanda. Puis il y a eu le CNDP, le Congrès national pour la défense du peuple, dirigé à partir du Rwanda. Et ensuite, le M23. En 2012, et puis maintenant en 2022. Donc il y a une cohérence dans tout ça. Le président Tshisekedi ne peut pas être tenu responsable de la guerre, mais moi je le tiens plutôt responsable de la persistance de cette situation. Parce que son manque de clairvoyance, en tout cas son court-termisme dans l'approche stratégique de cette question, a permis au Rwanda de s'enraciner et de se déployer davantage et de déployer davantage sa stratégie vis-à-vis de la RDC. Donc forcément, l'État a une responsabilité morale parce que un État qui n'arrive plus à protéger son peuple, normalement, il reste moralement illégitime. Nous sommes d'accord, Madame Salomé Ekila? Déjà, je pense que je voudrais développer déjà ce point-là, répondre à cette question-là, et puis après ouvrir aussi à toutes les personnes qui ne sont pas congolais, qui ne connaissent pas la situation dans la région des Grands Lacs, qui peut-être d'ailleurs ont une certaine forme d'admiration pour l'image dans la guerre médiatique que le Rwanda envoie d'elle-même, avec une grande propagande un peu partout, où il se fait passer pour un grand leader panafricaniste, etc., qu'il est parfois même adulé, même par des intellectuels, qu'on se demande si, est-ce qu'ils ont reçu de l'argent, en tout cas, c'est assez grave parfois de voir la réaction de certaines personnes. Alors, je voudrais dire ceci. Je voudrais rappeler, on va prendre juste ce jour ici, là, du 27, il y a 1 an. Est-ce que vous vous rendez compte que on ne peut absolument pas qualifier Félix Tshisekedi de patriote qui aurait à un moment donné voulu protéger la population et éviter que le pire ne se produise? Parce que quand on apprend que Félix Tshisekedi, avec celui qui était à la tête de la maison militaire, il n'y est plus, qu'ils ont été jusqu'à piller jusqu'à 70%, donc 70% du budget de la défense, alors que s'il y a bien un secteur dans lequel nous, Congolais, nous devons absolument mettre de l'argent et les moyens, c'est évidemment la défense. On doit avoir une armée forte. Tant qu'on n'aura pas une armée forte, et on a tous les moyens, en réalité, pour avoir une armée forte, pour avoir une puissance de feu. Vous regardez tout l'argent qui a pu être détourné depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, je vais même laisser Kabila derrière, on aurait pu, franchement, avoir une puissance de feu extraordinaire pour le Congo. Et ça n'aurait pas pu arriver. Ce qui s'est produit n'aurait pas pu arriver. Malgré le fait qu'on ait une armée qui est infiltrée, puisque, comme Patrick l'a plusieurs vagues de CNDP, M23, donc des rébellions soi-disant congolaises qui ont été après ça réintégrées avec des programmes de brassage qui ont été intégrés, dans l'armée congolaise, sont des gens qui donnent évidemment des informations, qui donnent des renseignements et qui peuvent parfois mettre en déroute certaines tactiques, etc. Mais en réalité, si ce budget de la défense n'avait pas été pillé, s'il n'y avait pas eu un tel capharnaüm, une telle désorganisation au niveau de l'armée, s'il n'y avait pas eu une meilleure préparation, en fait, je veux dire, il était clair que ça allait se produire comme ça. Il faut même comprendre que la majorité des armes de l'armée
était justement centralisé à Goma, parce que le pouvoir pensait que Goma n'allait pas tomber. Ils en étaient persuadés, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quels renseignements ils avaient pu avoir avec notamment les mercenaires qu'ils avaient pris. Ils pensaient que Goma ne pouvait pas tomber, notamment aussi avec l'appui de la MONUSCO, donc des Nations Unies. Donc ils pensaient qu'on allait avoir un scénario peut-être comme en 2012 où les Nations Unies ont permis au dernier moment, on va dire pas seul bien entendu, mais de quand même un petit peu sauver les meubles. Et là, ça a été vraiment un échec cuisant. Mais ça veut dire que c'est la garde présidentielle, qui a pu encore conserver des armes. Mais aujourd'hui, il faut voir la débandade avec laquelle les FRDC sont partis vers Bukavu. Ça veut dire qu'en plus, on leur a laissé énormément d'armes. Pour moi, ça démontre qu'il n'y a pas de... Déjà, évidemment, il n'y a pas de projection, il n'y a pas de stratégie. On n'a pas un président qui essaie de comprendre, malgré qu'il ne soit pas militaire, mais qui essaie un minimum de comprendre l'importance de la défense, comment fonctionne l'armée, etc. On a vraiment quelqu'un qui va plier partout dans tous les secteurs, y compris dans les caisses de la défense. Et là, ça démontre vraiment que on a affaire à une personne qui pense à ses propres intérêts. D'ailleurs, je voudrais rajouter quelque chose pour tous les petits fanatiques qui viennent souvent nous mettre des commentaires en disant que nous devrions faire preuve de patriotisme et nous aligner derrière le président Tshisekedi, puisque nous sommes dans une période de crise. Déjà, la période de crise, quand il est arrivé au pouvoir, elle était déjà là. Donc, on a toujours, nous, été en alerte. Et ensuite, je voudrais quand même dire qu'aujourd'hui, nous avons des preuves, et il y a d'ailleurs des procès qui sont en cours. Aujourd'hui, on sait que le président Tshisekedi, ses proches, sa famille, énormément de membres de personnes au pouvoir, ils jouissent du business de la guerre. Ils n'ont pas non plus intérêt à ce que ce génocide s'arrête. Parce qu'ils se font énormément d'argent également, notamment avec tous les minerais qu'il y a du côté du Kasaï, et pas que. Tous les sites gaziers qui ont été pris d'assaut par Didier Boudimbo à l'époque, je veux dire, ce sont des personnes qui se font énormément d'argent grâce au trafic des minerais. Mais est-ce un problème de stratégie, de moyens, de corruption ou de volonté politique? Ce ne sont pas des gens, en réalité, je pense que aujourd'hui, ils ont peut-être amassé certaines sommes. Ils ne comprennent pas qu'on est en train de perdre le pays en réalité. Parce que ça peut aller très très vite, la progression. Dany, tu en as déjà parlé plusieurs fois. Quand tu prends la carte et que tu regardes comment ça se passe, quand tu vois que ça se rapproche dangereusement de Kalemi. Donc, qu'on est en train de se rapprocher des sites de lithium. Ça veut dire que ça va beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Et parfois, Kinshasa, qui est à 2000 km, est complètement déconnecté des réalités, ne comprennent pas parce que c'est comme si c'était quelque chose de lointain. Moi, je pense qu'il y a un manque de patriotisme. Il y a aussi un profil psychologique de Félix Tshisekedi qui est quelqu'un qui veut amasser de l'argent le plus possible pendant qu'il est au pouvoir, dont il veut garder le pouvoir pour pouvoir amasser encore davantage d'argent. Il se fait des parcs immobiliers à gauche et à droite. Et en réalité, on est en train de passer à côté de... on a besoin d'avoir un chef de l'État qui est profondément patriote, qui profondément aime les Congolais et se sent concerné par ce qu'il se passe dans les provinces à l'Est. Et donc ça, nous n'avons pas ça avec le président Tshisekedi. C'est un fait que beaucoup de personnes ne veulent pas comprendre. Et je veux dire quelque chose avant de céder la parole pour peut-être les autres personnes qui nous suivent d'autres pays qui ne comprennent pas. On reçoit souvent des commentaires disant que c'est votre président qui ne fait rien, c'est lui qui alors oui, mais c'est comme si je disais aux Sénégalais mais Macky Sall a fait ceci, non. Macky Sall à l'époque ne représentait pas le peuple sénégalais. C'était un pouvoir au service de la France-Afrique qui servait les intérêts occidentaux et qui n'était pas le reflet du désir populaire. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Ce n'est pas parce que vous voyez Félix Tshisekedi faire quelque chose et qu'en face, on a une guerre, c'est un génocide, il faut bien nommer les choses, avec le Rwanda. Et en réalité, c'est pas contre le Rwanda, en réalité, c'est contre une machine d'oppression capitaliste occidentale avec de très gros moyens. Et donc, il faut comprendre que nous, peuple congolais, nous avons toutes les raisons d'être opposés, non seulement au pouvoir congolais, en plus d'être opposés au pouvoir rwandais, ougandais, etc. Parce qu'en réalité, toutes ces personnes-là
agissent comme... alors, le Rwanda et l'Ouganda agissent clairement comme proxy en tant que pays, mais vous prenez le pouvoir congolais obéit aux mêmes officines occidentales que Paul Kagame et que Museveni. Donc, finalement, ce ne sont pas des gens qui travaillent pour la souveraineté du Congo. Pas du tout. Donc, si je comprends bien, Monsieur Fortifi, bonsoir. Bonsoir. Goma, un an après, c'est le symbole d'une ville sacrifiée. Goma, ça ne compte plus. Goma, aujourd'hui, on n'en parle même plus. C'est terminé. On ne sait plus comment résoudre ce conflit parce que lorsque j'écoute Maud, j'ai comme l'impression que certes, il y a une responsabilité internationale, il y a une responsabilité des acteurs régionaux, il y a une responsabilité morale de l'État. Mais lorsque nous regardons ce qui se passe aujourd'hui à Goma, nous avons comme l'impression que personne ne souhaite résoudre cette crise. Au contraire, elle profite même à des acteurs locaux. Évidemment, je pense que mes prédécesseurs ont très bien rappelé l'historique de la guerre à l'Est, et je pense qu'ils l'ont bien fait. Ils ont parlé de la dimension internationale où les États-Unis et la Chine se disputent le contrôle de minerais stratégiques, et la dimension régionale où l'Ouganda et le Rwanda ont leurs propres agendas expansionnistes. Mais il y a la dynamique interne où nous avons une classe politique qui est en panne des visions politiques, qui n'a pas un véritable leadership politique et qui ne permet pas à ce qu'il puisse y avoir justement de solutions véritables. Et moi, j'aimerais pas simplement qu'on puisse focaliser l'échange sur le président Tshisekedi, parce que nous le savons tous depuis son accession au pouvoir que le monsieur n'était pas à la hauteur des enjeux. Nous le savons tous, et que ce n'est pas que lui en tant que gouvernant aujourd'hui, en tant que président. Il y a aussi toute une classe politique qui n'arrive pas aussi à produire des idées à la hauteur des enjeux que nous traversons. C'est-à-dire que Goma est tombé parce qu'on a laissé Goma tomber. Et Goma est tombé parce qu'on n'a pas pu se préparer à la guerre depuis 30 ans. C'est ça le problème. C'est que nous avons un pays, un grand pays qui est depuis 1885 au centre des enjeux internationaux, géopolitiques. Et depuis 1960, nous avons eu des dirigeants qui n'ont pas eu une lecture de projection sur la nation, qui n'ont pas pu poser les bases d'une véritable nation. Disons les choses très clairement, trop cher Dani, tu verras que au Rwanda, en face de nous, nous avons un monsieur qui a réussi. Alors, je sais que ça peut quand même être exagéré, mais disons les choses, et je pense que mon très cher Patrick reviendra peut-être pour équilibrer, mais nous avons un monsieur au Rwanda qui a réussi à construire une nation, qui a réussi à construire un État. Nous avons M. Paul Kagame qui a réussi à construire un récit fondateur, un récit national, et qui a redonné quelque part aux Rwandais une identité nationale, et qui a pu, dans chaque domaine vital de la société, imposer des doctrines qui font en sorte que le Rwanda puisse quand même être un pays qui défend une politique régionale et internationale. Et en face de ce monsieur, nous avons une classe politique au Congo qui n'arrive pas à se préparer aux enjeux et qui n'arrive pas à se donner le moyen, à donner à l'État des moyens qui peuvent justement lui permettre de résister aux invasions étrangères. Et c'est ça la problématique de fond au Congo. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit depuis très longtemps. Et moi, je pense d'ailleurs que le problème aujourd'hui au Congo, ce n'est plus M. Tshisekedi qui a totalement très mal gouverné le pays, ce n'est plus la classe politique actuelle, mais c'est l'élite de la nouvelle génération qui doit, elle, se préparer. Parce qu'on dit que cette guerre a fait pratiquement 30 ans. Et donc, dans 30 ans, on suppose qu'il y a quelque part la naissance d'une nouvelle génération. Et qu'est-ce que la nouvelle génération propose? Comment est-ce que la nouvelle génération pense, réfléchit l'après Tshisekedi? Parce que c'est le plus important. Tu sais, Dani, en 2016, en 2017, on avait tous envie que Kabila puisse dégager du pouvoir. On disait que Kabila c'était un agent du Rwanda, qu'il fallait qu'il dégage. On ne voulait plus de lui. Alors, en voulant chasser Kabila, on a ramené un Tshisekedi au pouvoir qui n'avait pas un projet politique véritable qui devait constituer l'alternative justement à ce que nous dénoncions depuis des années et des années. Alors, et c'est l'invitation que je fais à la nouvelle génération, c'est que nous puissions préparer
un projet politique qui va nous permettre justement de construire une doctrine identitaire, économique, militaire, diplomatique et éducative qui vont nous permettre justement d'affronter les prochains enjeux, parce que les gens pensent que le plus dangereux aujourd'hui c'est Paul Kagame, les gens pensent que le plus dangereux aujourd'hui c'est Museveni. Non, le plus dangereux ce sont les générations que ces deux messieurs sont en train de préparer. Quand on voit le comportement ou le logos de certains fils de Museveni, de certains fils de Monsieur Kagame, on s'est dit que les prochaines années seront beaucoup plus dangereuses pour le Congo que ce que nous vivons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il est de la responsabilité de la nouvelle génération, de ceux qui pensent qu'ils sont beaucoup plus intelligents que ceux qui dirigent aujourd'hui, de construire un projet politique qui va nous permettre justement de solutionner les problèmes, parce que nous savons tous que les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir, les gens qui sont aujourd'hui de faire le beau temps au sein de la classe politique congolaise ne sont pas à la hauteur, et c'est de notre responsabilité justement de construire un bon projet politique. Donc tu ne penses pas que la paix peut naître par la force, ou soit par... Tu penses par un consensus national, ou peut-être par la force? Très cher Dani, ça va faire plus de 30 ans, plus de 29 ans que nous sommes en train de négocier avec le Rwanda. Nous avons 30 ans de diplomatie. 30 ans de diplomatie, rien n'a changé. Évidemment, donc, nous sommes... Oui, vas-y. Nous avons avec le Rwanda conclu l'accord de Lusaka avec le Rwanda et Kabila en 99, ça n'a rien apporté. Nous avons avec le Rwanda conclu ce qu'on appelle Sand City avec tant d'autres acteurs congolais. Nous avons avec le Rwanda Amani 1 et Amani 2, ça n'a rien apporté. Nous avons avec le Rwanda l'accord de 2009 avec le M23, la première phase de M23, ça n'a rien apporté. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la 4e guerre d'agression, et donc je ne pense pas qu'on va régler cette problématique à travers la diplomatie, parce que en vérité, nous avons un monsieur Paul Kagame qui justement est en train de perpétuer, on va dire, la politique idéologique de l'ancien roi rwandais qu'on appelait roi Bugiri. C'est monsieur qui avait l'intention justement d'étendre la politique rwandaise sur quelques territoires, on va dire, de l'ouest du Rwanda, parce que le Congo se trouve à l'ouest du Rwanda. Et donc, c'est une politique que Kagame veut perpétuer. Et aujourd'hui, roi Bugiri, pour le Rwandais, c'est un modèle politique. Et c'est ce que Paul Kagame enseigne à ses militaires. C'est ce que Paul Kagame... D'ailleurs, je pense que les récents rapports de l'ONU de juillet 2025 en parlent, où Paul Kagame fait comprendre à ses militaires que, voilà, une partie du Congo nous appartient et on doit la récupérer. Et lorsqu'il s'agit d'une conquête de terre, on ne parle pas que de diplomatie. Là, on ramène la force. Et d'ailleurs, on va dire que la situation géopolitique aujourd'hui nous fait comprendre que les droits internationaux n'existent plus que plus. Et Paul Kagame en profite, parce que Paul Kagame, c'est que dans ce qu'on appelle aujourd'hui le retour des empires, nous avons des dirigeants qui ne respectent que la force. Et Kagame l'a bien compris. Il sait que devant Trump, il ne peut que recevoir de faveur, parce que Trump a le goût des hommes forts, et donc il en profite. Donc il est de notre responsabilité aujourd'hui de préparer la guerre, raison pour laquelle il y a quelques mois nous proposions la convocation des États généraux de la défense nationale pour réformer, restructurer l'armée, pour redonner les moyens à nos services de renseignement militaire, parce que ce n'est qu'avec la guerre que nous réussirons à faire reculer M. Kagame et M. Museveni, parce qu'ils sont des militaires qui ont depuis très longtemps préparé leur plan, et donc ce n'est pas à travers les bières de Qatar, ce n'est pas à travers Trump que nous réussirons à convaincre Kagame qu'il faut mettre fin à la guerre à l'Est, parce qu'ils veulent nos territoires, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, et c'est de nous justement de préparer la guerre. C'est à nous de préparer la guerre. Mais, monsieur Patrick, je viens à vous. Si l'usage de la diplomatie a échoué, êtes-vous d'accord que seul le rapport de force est nécessaire pour contrebalancer l'influence rwando-angolaise, ougandaise à l'est de la RDC? Est-ce que vous partagez l'avis de Fortify? Est-ce qu'il faudra à un moment donné, parce que vous avez parlé de l'Ukraine, nous avons vu les négociations en 2022 en Ukraine, ça a échoué, c'est qui a entraîné quelque part l'invasion russe, je dirais l'opération spéciale. Aujourd'hui, 30 ans de négociations, rien ne fonctionne. 30 ans de diplomatie, rien ne marche. Des discussions, des négociations, pendant ce temps, les gens s'enrichissent. Des familles sont abandonnées, des enfants sont massacrés.
des crimes sont perpétrés. N'est-il pas temps pour que le Congo, à un moment donné, se lève et dise « il est temps de reprendre nos territoires par la force ». Mais si oui, quel sera le processus qui devra être mis en place? Est-ce que cette stratégie viendra du président actuel ou bien il faudra à un moment donné qu'il parte, qu'un Africain digne, amoureux de son pays puisse prendre le contrôle du pays et décide un bon matin de déclarer la guerre au Rwanda? Parce que lorsque nous regardons la situation actuelle à l'est de la RDC, moi je suis désolé, de mon point de vue, ce qui manque aujourd'hui, c'est la guerre. C'est un conflit ouvert. Parce que le Rwanda ne comprend que le rapport de force. Nous avons vu derrière les accords de Washington, malgré qu'ils ont été signés, les Rwandais ont continué d'envahir d'autres territoires. Ce qui sous-entend que la diplomatie, excusez-moi du mot, ils n'en ont strictement rien à foutre. Ils piétinent même cette diplomatie, ils piétinent le dialogue, parce qu'ils sous-estiment quelque part, ils négligent. Ils se disent que les Congolais ne sont que des bons à rien, ce sont que des soumis. Nous avons un contrôle total sur une bonne partie de leur territoire qui, demain, si on ne le souhaite pas, le Katanga pourrait tomber. Le Katanga chute. C'est quoi la chute? C'est Kinshasa? Alors moi, je pose la question. Ne sommes-nous pas à un moment donné dans une phase où on devrait accepter de manière définitive que la paix reviendra que par la force? Je pense qu'il y a parfois une erreur d'analyse qui est posée parce qu'on dissocie souvent la force de la diplomatie alors que la force est un instrument de la diplomatie. Je crois que si on reprend l'exemple de la Russie, lorsque la Russie décide d'intervenir en Ukraine, c'est pour justement trouver une issue politique à un problème sécuritaire qui se posait à elle. Et donc, la force, on ne peut pas dissocier la force de la diplomatie. L'autre élément est de savoir, j'ai toujours dit que la manière dont vous lisez l'histoire détermine la manière dont vous vous comportez vis-à-vis des événements qui caractérisent cette histoire. Il y a eu des négociations pendant près de 30 ans. On l'a dit ici, Fortify l'a dit. La vraie question de savoir pourquoi tout ça, pourquoi ça n'a jamais abouti. Et on a négocié pourquoi. Est-ce qu'on a véritablement négocié pour ramener la paix? Il faut examiner de très près les discussions qui ont eu lieu. Je pense que la plus grande responsabilité revient à l'élite congolaise, aux Congolais. La première chose, c'est que quand je parle de la manière, la façon dont vous lisez l'histoire détermine ce que vous faites par la suite, ça détermine votre comportement. Quand vous lisez la Constitution congolaise en préambule, elle commence par dire que oui, ben si il y a eu des problèmes d'instabilité résultant de la marginalisation d'une partie de la population, entre autres les Tutsis qui sont au Congo, et par la suite il y a eu des guerres, et ainsi de suite. On sait que c'est pas vrai. Il y a eu une lecture problématique dès le début de la guerre en RDC. Et cette lecture problématique a emmené les hommes politiques congolais à négocier sur des prémices qui étaient fausses. Et parce que nous avons négocié la RDC sur des prémices qui étaient fausses, ben la guerre n'a jamais pris fin parce que il nous faut comprendre que le processus des négociations amorcé après le début de la Seconde Guerre du Congo avait été impulsé de l'étranger. Ce n'est pas un processus contrôlé par les Congolais. Et c'est très important de le comprendre. Lorsque la guerre commence, la Deuxième Guerre du Congo commence, un diplomate européen confie, nous allons obtenir par la diplomatie ce que nous n'avons pas obtenu par les armes. Pourquoi? Parce que lorsque la Seconde Guerre du Congo commence, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi décident d'agresser encore une fois la RDC avec le soutien des États-Unis. L'Angola, donc les pays de la SADC, à laquelle appartient la RDC, sont intervenus auprès du gouvernement congolais. Donc il y a eu un rééquilibrage de rapport de force et une stabilisation du front. Cette stabilisation du front va emmener les Occidentaux à impulser une phase de négociation diplomatique qui va mener justement à la signature des accords de paix. Mais ces négociations ont mené à quoi? On a mis sur un même piédestal les sous-traitants, donc les marionnettes du Rwanda et de l'Ouganda d'un côté, et d'autre part le gouvernement légitime de la RDC. Et à partir de ce moment-là, on a négocié sur de fausses prémices. Et c'est la raison pour laquelle la guerre n'est jamais finie. C'est-à-dire qu'il y a un problème déjà du côté congolais dans l'analyse de la situation, de la crise à laquelle le pays est confronté depuis 1996.
Ça, c'est le premier gros problème. Et on n'a jamais véritablement résolu cette question de savoir pourquoi le Congo a été agressé à 2 reprises, puis par la suite, à travers des groupes armés téléguidés à partir du Rwanda. C'est la première question qu'on aurait dû poser et à laquelle il fallait répondre de manière conséquente parce qu'en fonction de la réponse, on allait mettre en place des politiques réfléchies pour empêcher justement le retour de la guerre. On n'a pas fait ce travail. Je vais vous donner un élément, un détail important dans cette histoire. Parce qu'on a reproché, quand on parle d'infiltration dans l'armée congolaise, tout ça, vous savez, ça vient de l'accord qui a été signé, l'accord de paix, l'accord global et inclusif qui a été signé à Sun City. Dans cet accord, les parties en présence, donc les parties prenantes, ont décidé la création d'une armée nationale, dans laquelle on a incorporé des gens qui appartenaient à des rébellions créées par le Rwanda. Donc, en d'autres termes, on a incorporé dans la nouvelle armée congolaise, donc les FARDC, des éléments infiltrés qui provenaient de l'armée d'agression rwandaise. Parce que quand on parle de l'infiltration, on a l'impression, souvent les gens disent, mais oui, ça commence. Non, l'infiltration a commencé à partir du moment où les hommes politiques congolais qui sont allés négocier en Afrique du Sud et qui avaient en tête le partage du pouvoir et pas la défense des intérêts du pays, ont décidé déjà de sacrifier le système de sécurité de défense en entérinant un accord qui hypothéquait l'avenir du pays. Et c'est là où le problème a commencé. Et Kabila n'a fait que appliquer, et c'est là que les gens ne le rappellent pas, et je le dis, moi j'étais très critique à l'égard de Kabila, mais il a en grande partie appliqué ce qui avait été signé à Sun City par les politiciens congolais. Et ça, c'est très important de garder cela à l'esprit. Je vous donne un exemple simple. On va négocier à Sun City. On a 4 vice-présidents. On décide de mettre en place 4 vice-présidents et un président de la République, donc Joseph Kabila, qui avait remplacé son père assassiné quelques années plus tard, en 2001. On met en place 4 vice-présidents, déjà pour se partager les postes. Le vice-président chargé de la sécurité de la défense du pays, M. Azarias Rouberois, est un rwandophone Tutsi qui était téléguidé par le Rwanda. Et c'est ce monsieur qui va remettre des passeports congolais à des officiers rwandais incorporés dans la nouvelle armée congolaise qui a été mise en place. Comment pensez-vous gagner la guerre dans ces conditions? Comment pouvez-vous par la suite gagner la guerre face au Rwanda dans ces conditions? Par la suite, tout ce qui va se passer ensuite découle de ce qui s'est passé à Sun City, des décisions qui ont été prises là-bas. Et on perd cela de vue puisque même la Constitution qui a été par la suite rédigée découle de ce qui a été signé en 2002-2003 à Sun City. Donc, cette façon de lire de manière problématique l'histoire du pays a des conséquences que nous voyons encore aujourd'hui. Maintenant, j'ai bien apprécié une chose que Fortifi a dit sur la nécessité d'avoir une génération de Congolais armés intellectuellement, culturellement, spirituellement, de sorte à faire face aux enjeux auxquels le pays est confronté. Le problème du Congo pour moi aujourd'hui, moi qui ai beaucoup critiqué le Rwanda, le grand problème du Congo aujourd'hui, le plus grand défi, c'est pas le Rwanda. Le défi, il est interne. Nous avons une classe politique totalement irresponsable. Nous avons une population qui est clochardisée. Il faut aujourd'hui créer des nouveaux Congolais. Il faut réinitialiser le mécanisme mental et psychique du Congolais. Parce que dans cette guerre, vous avez beaucoup parlé de Goma. Mais on oublie qu'avant Goma, il y a eu Bunagana. Et on a fini par s'y accommoder. L'occupation de Bunagana. Parce qu'avant Goma, il y a eu d'autres villes qui sont passées sous contrôle rwandais. Et pendant ce temps, à Kinshasa, les gens célébraient, les gens fêtaient. Comme si de rien n'était. Pendant la bataille de Goma, j'étais en contact avec des officiers qui étaient au front. Un des officiers militaires me dit, Patrick, je ne peux pas envoyer mes hommes mourir, mes petits mourir pour rien. Comment voulez-vous que des officiers que vous envoyez au front, ils vont au front avec quelques morceaux de pain et quelques boîtes de sardines. En face, vous avez une armée rwandaise très structurée, bien formée. Et en plus, de votre côté, vous avez une armée qui a été, entre guillemets, tribalisée, donc divisée de l'intérieur. Comment pouvez-vous relever le défi auquel le pays est confronté dans ce temps de crise de guerre? Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, j'ai toujours dit, il est essentiel de faire le ménage du côté congolais. Parce que le Rwanda, même aujourd'hui dans la configuration régionale et internationale aujourd'hui, le Rwanda en réalité n'est plus une grande priorité pour les Occidentaux.
Souvent, quand je le dis, ça surprend beaucoup de gens, mais je l'ai expliqué dans le livre que j'ai publié en 2014 pour dire que si le Rwanda a décidé de se rapprocher de la France d'Emmanuel Macron, c'est parce qu'il sait Kagame s'est aperçu qu'avec ses alliés traditionnels anglo-saxons, c'était un peu plus compliqué. Sauf que les Occidentaux sont beaucoup plus pragmatiques. Ils ne sont pas avec Kagame parce qu'ils l'aiment, ils sont avec lui parce qu'il est utile pour eux. Surtout quand ils s'aperçoivent que du côté congolais, il n'y a pas d'interlocuteurs sérieux avec lesquels ils peuvent discuter. Donc, on fait le choix du moindre pire et ils décident de choisir Kagame. Cela ne veut pas dire que les Occidentaux sont là pour le beau jeu des Congolais. Ils sont là pour défendre leurs intérêts. Et il appartient aux Congolais de défendre les leurs. Oui, mais Et pourquoi, donc, oui, mais pourquoi les intellectuels congolais, en grande partie, sont-ils tous réticents quant au projet d'une armée forte? Est-ce que on se retrouve pas dans une situation où ces intellectuels ont de facto classé la division du pays, la balkanisation de la RDC? Non, mais vous savez, au Congo, le problème, d'abord, au Congo, il n'y a pas beaucoup d'intellectuels, il y a beaucoup de diplômés. Et puis, deuxième chose, c'est que au Congo, les gens se soucient d'abord de leurs intérêts personnels. Même dans cette histoire, écoutez, le pays est confronté à une guerre. Malgré cela, on va quand même négocier des rétrocommissions dans l'achat des armes. On est quand même dans cette configuration, qu'on le veuille ou pas. Le problème aujourd'hui de la RDC, ce n'est pas le Rwanda, c'est le Congo lui-même, ce sont ses propres enfants, ce sont ses propres filles et fils. Quand vous avez des discussions avec des gens, et je connais la plupart des gens qui sont au pouvoir, je connais des gens dans l'armée, dans les services de sécurité, et je peux vous dire que nous avons des compatriotes qui sont capables de relever le défi face au Rwanda. Mais si vous avez une société déstructurée mentalement, intellectuellement, psychologiquement, et même spirituellement, culturellement, c'est tout un problème. Je vous donne un exemple simple. Nous sommes allés chercher, le gouvernement congolais a fait appel à des mercenaires étrangers, auxquels on a payé 8 000 dollars ou 10 000 dollars, ou même 20 000 dollars par mois pour certains. Alors que le militaire congolais des profs ont gagné 80, 100 dollars ou 120 dollars. Vous voyez, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond? Bon, je ne vous parle même pas de détournement des deniers publics. Les intellectuels dont vous parlez, ils connaissent la situation du pays. Mais le plus important aujourd'hui est de sécuriser le régime qu'ils servent. Personne ne veut véritablement défendre les intérêts de la RDC ou du pays. Les gens défendent d'abord leurs intérêts personnels et s'appuient justement sur les problèmes auxquels le pays est confronté pour s'attirer la sympathie d'une partie de l'opinion publique. En réalité, cette guerre est instrumentalisée par tout le monde, hein. Aussi bien par le Rwanda qui agresse la RDC que par les autorités congolaises qui essaient de mobiliser autour d'eux en pointant du doigt constamment le Rwanda. Mais permettez-moi de compléter vos propos. C'est-à-dire que il y a une responsabilité collective. Même la population, Exactement. elle est coupable. Parce que comment expliquer, d'ailleurs, c'est même la question que beaucoup de personnes se posent, comment se fait-il que 100 millions d'habitants ne puissent pas un bon matin s'associer et dire nous allons lutter contre le Rwanda? Nous attendons tous un sauveur qui lui-même est en train de piller votre pays à l'Est. Donc il y a aussi une responsabilité collective. Je pense qu'au lieu tout le temps d'accuser, le Rwanda, d'accuser les autres, à un moment donné, il faudrait aussi que le Congolais se regarde dans un miroir. Parce que lui-même aussi, il est responsable de ce qui se passe, par exemple, aujourd'hui à Goma. Un an après. Tout le monde est concerné, tout le monde est coupable et tout le monde est responsable de ce qui se passe aujourd'hui à l'Est du Congo. Oui, mais moi je le partage. C'est la raison pour laquelle, bon, on me le reproche parfois, on me dit le pays est en guerre, vous ne pouvez pas critiquer le régime. J'ai toujours dit la responsabilité, elle est congolaise. Le jour où les Congolais prendront leurs responsabilités, le Rwanda va se calmer. Et il faut garder à l'esprit que le problème du Congo, ce n'est pas seulement le Rwanda. Nous avons des voisins qui ont des velléités sur la RDC, sur les ressources de la RDC. Pendant longtemps, l'Angola avait occupé une partie du Congo, à Kaemba par exemple. À un moment donné, en 2020, je crois 2020, 2021, la Zambie s'était aventurée aussi à un moment donné. Vous avez au niveau du Sud-Soudan des gens qui sont aventurés du côté congolais. Tout ce que nous voyons, nous observons aujourd'hui en RDC, pas seulement par rapport à la guerre de l'Est, parce que vous avez les Mobondo dans la partie ouest du pays, parce qu'on oublie aussi, c'est l'absence de l'État. Un État failli, quand vous avez un État failli, cela s'accompagne des conséquences graves dans le fonctionnement même de l'État et du pays. Ce que nous observons n'est pas le fruit d'une déstabilisation extérieure, c'est d'abord les résultats d'un État failli. Quand vous avez un État failli, ça produit
ça a des effets. On peut prendre des exemples. La Russie dont on parle aujourd'hui, la Russie est agressée par l'OTAN. La Russie est confrontée non pas par l'Ukraine qui n'est qu'un détail. La Russie, la guerre en Ukraine, c'est une guerre entre l'OTAN et la Russie par Ukraine interposée. Mais quand vous regardez la position des autorités russes, elle est cohérente vis-à-vis de ce que connaît leur pays. Les enjeux, c'est en adéquation avec la situation que traverse le pays. Mais quand vous observez les autorités congolaises, ou même les Congolais eux-mêmes, vous avez l'impression que ce qui se passe dans ce pays-là, c'est comme si le Congo était un pays en paix où tout allait bien. Les gens dansent, s'amusent, on n'est même pas choqué. En réalité, on s'offusque un moment, et puis par la suite, on passe à autre chose. Et donc, c'est la raison pour laquelle je dis, moi j'ai toujours insisté, sur la responsabilité des Congolais. Cela ne veut pas dire que le Rwanda ne porte pas une lourde responsabilité dans ce qui se passe, ni l'Ouganda, dont on parle peu d'ailleurs, mais qui joue un rôle tout aussi déstabilisateur que le Rwanda. Et aujourd'hui, le Rwanda est en train de miser sur une stratégie de balkanisation douce, soft, parce que à partir du moment où vous avez des autorités congolaises qui sont concentrées sur la préservation ou en tout cas la sécurité du régime au détriment de l'intégrité territoriale, ben le Rwanda comprend cela et continue à avancer ses pions. Regardez le niveau du débat, même au Congo aujourd'hui, sur ces enjeux, ça laisse à désirer puisque les gens se positionnent en fonction du camp politique auquel ils appartiennent, pas en fonction des intérêts du pays. C'est comme ça qu'on se positionne aujourd'hui en RDC. Si je critique aujourd'hui non pas le président lui-même, mais la façon de faire du président et du gouvernement, on dira que Patrick Mbeko est sûrement payé par Joseph Kabila, le M23. Quand je critique les gens du M23, ceux du pouvoir vont dire, mais Patrick Mbeko est un bon patriote. Nous sommes dans des positions manichéennes stupides qui font que, au final, c'est le pays tout entier qui en pâtit. Et nous devons, et je l'ai toujours dit en tant que Congolais, avoir le courage de nous regarder en face et de dire que nous sommes co-responsables de ce qui arrive aujourd'hui à notre pays. Nous devons avoir ce courage-là. Excusez-moi, je veux juste ajouter quelque chose parce que quelqu'un l'écrire. Aujourd'hui, il y a beaucoup, quand on vous pose la question de savoir, oui, mais comment le Congo peut perdre la guerre? Mais c'est tout à fait normal. Si vous avez un État qui est déstructuré, avec des dirigeants qui ne sont pas responsables ou qui ont une vision court-termiste des enjeux auxquels leur pays est confronté, il est tout à fait normal d'arriver au résultat que nous observons aujourd'hui. Alors, la chose la plus facile, le raccourci le plus intéressant, c'est de dire que le pays est infiltré. C'est la raison pour laquelle le Congo n'arrive pas à relever ce défi. Mais j'ai toujours dit aux gens, l'infiltration fait partie de la guerre. Pour ceux qui ne le savent pas, dans tous les conflits, on essaie d'infiltrer. Avec les moyens techniques et technologiques qui existent aujourd'hui, même si on ne vous infiltre pas, on peut vous entendre, on peut vous écouter, on peut vous espionner de très loin. Le Rwanda se dote des moyens techniques et technologiques qui lui permettent de mener la guerre à la RDC. Est-ce que la RDC fait de même? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on achète des armes pour défendre le pays ou on achète des armes parce qu'on va, à travers l'achat d'armes, avoir des rétrocommissions? Donc, c'est toute cette responsabilité congolaise qui est engagée qui permet de comprendre ce qui arrive en partie à la RDC aujourd'hui. D'accord. Maud, est-ce que tu as quelque chose à compléter? Je voudrais compléter quelque chose que disait Patrick, parce qu'on a des petits talibans, des petits malins dans le chat. Je voudrais rappeler, on parle des troupes, des hommes qui sont sur le front. Comment est-ce qu'on gagne même des matchs de sport? Comment est-ce qu'on gagne une guerre? C'est aussi avec le moral des troupes. Est-ce que vous pouvez imaginer, donc, parce que quand on parle de $80 par mois, que les gens nous comprennent bien, c'est-à-dire, on est sur 44 000, 45 000 francs CFA. Donc, c'est rien du tout. Déjà, vous n'avez rien du tout. Et vous voyez qu'à Kinshasa, dans la capitale, à 2000 km, vous avez des gens qui sont dans des mariages tous les week-ends. Vous avez un président qui accepte qu'il y ait une confédération de golf qui ouvre. En fait, qui soit créée au Congo. Il y a des tas de choses qui se passent qui ne sont pas propices à ce que nous puissions être dans une idéologie où nous sommes en guerre. Nous sommes en train de combattre pour les nôtres. C'est-à-dire que les hommes qui sont sur le front se disent, mais vraiment, je suis en train d'aller me sacrifier pour rien du tout, pour un pouvoir qui ne nous calcule même pas, qui ne se sent même pas concerné par ce qu'on est en train de vivre. Donc c'est vraiment dramatique. Il faut vraiment analyser le comportement du pouvoir depuis 2022, c'est-à-dire depuis mai 2022. Je pense que c'est là qu'on peut vraiment cristalliser les premières grosses prises du pays et qu'on s'est dit là vraiment il y a quelque chose de très grave qui se passe. Ils sont allés, c'est-à-dire que ce pouvoir est tellement
dans une position qui est antipatriotique que même des militants qui ont pu dénoncer ce qu'il se passe se sont vus traqués. Vous avez des gens aujourd'hui qui sont arrêtés, qui sont en exil, c'est mon cas, parce que nous dénonçons, bien entendu, le laxisme du gouvernement, mais que nous dénonçons des faits que nous sommes en train de vivre. Donc, vous voyez, il y a vraiment des choses qui se passent qui sont complètement choquantes. Je veux aussi revenir, parce que, bien entendu, Fortify, je milite avec lui depuis des années, c'est mon frère et on discute de ça énormément. Évidemment que nous sommes pour une solution où nous devons nous autodéterminer. C'est-à-dire que c'est à nous-mêmes de libérer le pays, c'est à nous-mêmes de nous lever et de nous battre. Et vous avez des pans entiers du territoire, avec des habitants, avec un peuple congolais tellement délaissé par le pouvoir, qui est même considéré vraiment comme s'il n'existait même pas dans l'architecture, dans la population du pays, qui sont devenus amorphes. C'est-à-dire que il y a déjà eu tellement d'attaques, tellement d'actes de génocide, tellement de massacres, tellement de viols sur les femmes, les sœurs, etc., même sur eux-mêmes, les hommes dans leur famille, que vous avez des gens qui ont baissé complètement les bras. Et ça, on le sait, ça fait partie de la stratégie de guerre. Il faut avoir des techniques pour relever, mais pas avec des slogans creux. Parce qu'on voit Patrick Mouyaya qui est toujours avec ses histoires de petits slogans. Il faut changer le narratif. Non, il faut aller sur une vision claire, avec une stratégie claire pour mobiliser tout le pays dans son entièreté. Comment ça se fait que Félix Tshisekedi, depuis le début, n'est pas une seule fois descendu en treillis militaire pour montrer que oui, voilà, ici, nous sommes ensemble dans ce combat. Je ne peux pas être en première ligne. Bon, le président éthiopien l'a fait. Je ne peux pas être en première ligne, mais sachez que chaque jour, je suis en train de souffrir avec vous. Il n'y a pas de fête d'anniversaire, il n'y a pas de fête de Noël, il n'y a pas le mariage de ma fille, de mon cousin, de mon si. Non, nous sommes dans une situation, là on est dans une période de conflit de haute intensité, dramatique en réalité. C'est-à-dire que quand on regarde les chiffres, et ces chiffres-là, ils les ont. Le pouvoir a les chiffres des morts, des massacres, etc. C'est pas normal.